À la page 33 de mon chapitre 4, on résout la situation 2 de la section 1.12 de Séguin, situation qui s'intitule une bille sur une piste circulaire et dont on peut retrouver le libellé à la page 144 de Séguin. Donc on interrompt la vidéo, on prend connaissance du libellé et à une deuxième lecture, on identifie nos données. Donc la première donnée que je rencontre, c'est la bille qui tourne sur une piste circulaire de 50 cm de rayon. Donc je vais avoir mon 50 cm ici. C'est un rayon, donc j'utilise la lettre R majuscule. La vitesse initiale de bille est de 3 mètres secondes, donc j'ai une vitesse ici, donc ça va être un V. En raison du frottement sur la piste, cette dernière s'immobilise au bout de 1.5 tours. Je vois deux données là-dedans. S'immobilise, c'est un 0 mètre seconde, c'est une autre vitesse. Je n'ai pas commencé à l'identifier, j'ai pas mis non plus initial, final, parce que à partir du moment où j'ai trois vitesses, des fois, je me dis, j'utiliserai pas initial, final, mais plutôt 0, 1, 2, etc. Donc, je vais attendre de voir combien de vitesses que j'ai au bout de 1.5 tours. Donc, j'ai le 1.5 tours ici. Et pour moi, quoi que ça aurait pu être vu comme une distance linéaire, l'équivalent de mètres, pour moi, il reste que c'est des angles ici, fait je préfère les appeler delta θ plutôt que delta x. Okay, mais il y a quand même une équivalence directe entre delta x et delta θ. Mais pour moi, c'est un angle. J'ai fait un tour et demi. Prochaine donnée que je rencontre, c'est qu'on me dit qu'on désire déterminer l'accélération en mètres secondes carrés. On ne parle pas de l'accélération centripète. Puis quand je regardais le problème de Séguin, des fois, il faut regarder ce que le client voulait. Ce que Séguin voulait calculer, c'était vraiment l'accélération et non pas juste l'accélération centripète. Je peux avoir plusieurs accélérations, donc je vais attendre aussi avant de clairement l'identifier. On veut cette accélération-là quand la bille va avoir une vitesse de 0.9 mètres secondes. Fait quelque part entre ma vitesse du tout début et ma vitesse de la toute fin. Donc j'ai une troisième vitesse que je vous mentionnais tout à l'heure, que j'ai mis à 0.9 mètres secondes. On nous disait que l'accélération était constante, que cette décélération-là, de la vitesse qui passe de 3 à 0, c'était une décélération constante. Et vous allez voir dans quelques instants, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais l'expliquer. Ça, c'est une accélération que... Il y a des livres de physique, des fois, qui vont parler de l'accélération selon x. X étant la trajectoire circulaire que j'ai déjà mentionné. Bon, il y a des livres qui vont appeler ça l'accélération selon x, puis des fois, ils vont la multiplier par un vecteur unitaire. On va le voir bientôt dans Séguin. Séguin l'appelle l'accélération selon x, je crois. Il y a des livres qui l'appellent l'accélération selon θ, que j'aime pas vraiment, parce que c'est l'accélération tangentielle. Hein, c'est l'accélération qui joue sur la vitesse qui est tangentielle à la trajectoire. Personnellement, tout dernièrement, j'ai commencé à l'appeler A parallèle, l'accélération parallèle à ma trajectoire. On va la dessiner dans un instant, ça va être plus clair, là. Mais j'aime mieux ça que le AX, parce que quand j'écris AX, puis que je vais écrire un vecteur, je suis obligé de le multiplier par AX fois I. Quand j'écris Aθ, ben, je trouve que c'est drôle de prendre la lettre θ pour signifier tangentielle. Vous allez me dire que mes deux petites barres parallèles ne signifient pas non plus tangentielle. Mais tangentielle, hein, c'est toujours une tangente, c'est quelque chose qui vient toucher tout juste à la courbe, c'est quelque chose qui est parallèle à la courbe, à l'endroit où ça se touche. Donc, j'y voyais quand même un certain sens. Ce qui m'amène à dire qu'il y avait deux accélérations. Tantôt, c'était pas l'accélération centripète qu'on cherchait, c'était l'accélération totale, qui va être l'accélération tangentielle, plus justement l'accélération centripète. On va mieux le comprendre en faisant le problème. Puis aux vitesses, comme je vous le disais tantôt, ben, je m'aperçois que j'ai trois vitesses dans le problème. Donc au lieu d'appeler initiale finale, parce que des fois, ça peut être celle du milieu qui va être initiale par rapport à l'autre, etc. Dans ce temps-là, j'ai plus tendance à les numéroter en partant de 0. Dire que ça, c'était ma vitesse 0. Ça, c'est ma vitesse 1. Puis ça, c'est ma vitesse 2. C'est pour ça aussi que j'avais appelé A1 ici. C'est l'accélération au moment où j'ai cette vitesse-là. Et le delta θ, ben, c'est entre le tout début et la toute fin, donc entre le moment 0 et le moment 2. Donc, je l'ai identifié 0,2 ici. Évidemment, pour la cohérence des unités, j'ai transformé ceci en 0.5 mètres. Et autre remarque, là, je rappelle que c'est un MRUA selon x, donc selon la trajectoire circulaire. Le dessin de base d'un mouvement circulaire, évidemment, c'est la trajectoire circulaire. On passe sur nos données, j'ai le R qui est ici,
Ma vitesse V0, je l'ai dessinée ici. Donc, mon objet, initialement, là, il est ici. Ma vitesse V2, après un demi-tour, un tour et demi, je devrais dire. Fait que ça, c'est... Je tourne une première fois, je tourne une deuxième fois. Ben, le θ final, si on veut, va être ici. Parce que dans le problème, j'avais identifié la variation de θ entre 0 et 2. C'est pas évident là, de tracer une ligne qui viendrait montrer que j'ai fait un tour et demi. Donc, j'ai plus identifié θ 0 qui était ici, puis θ 2 qui est ici. Puis ça correspond, si on veut, à mon delta θ. Mais évidemment, c'est pas juste un demi-tour. C'est la combinaison de regarder ça puis de regarder le dessin en même temps qui me fait comprendre que c'est un tour et demi. L'accélération au point 1, lorsque la vitesse est de temps, ben, je ne sais pas à quel endroit je vais être sur ma trajectoire. Je vais être à quelque part entre 0 et un tour et demi. Tant qu'on ne me le demande pas, c'était pas maintenant ce problème-là, ils n'ont pas rajouté comme question où suis-je rendu à ce moment-là. Donc pour moi, la vitesse V1, là, je l'ai mis, j'ai mis l'objet en bas ici, j'ai dessiné sa vitesse V1 vers ici, beaucoup plus petite, évidemment, il est en train de ralentir. Est-ce que c'est vrai que c'est à cet endroit-là? C'est purement aléatoire là, que j'ai mis pour l'instant. On cherche l'accélération globale en me disant que l'accélération est constante. Mais si cet objet-là tourne, il va avoir une accélération centripète. Donc ça, c'est mon vecteur accélération centripète qui correspond à ce moment-là. C'est pour ça que je rajoute l'indice 1. Et on a vu que le V diminuait. Donc le V lutte contre une décélération ou une accélération négative. Mon accélération tangentielle qui est ici, que j'utilise mes deux barres de parallèle là, pour montrer que c'est parallèle à la trajectoire, que c'est parallèle au V d'une certaine façon. Et le A qui est demandé, c'est la combinaison de ces deux-là à ce moment-là. Okay. Le vecteur accélération centripète change, dans le sens que si je l'aurais dessiné au début, il aurait été plus long, parce qu'il dépend de V, V est plus long, accélération centripète est plus long. Lui, que je le dessine n'importe où sur l'objet, l'endroit où l'objet est rendu, il va toujours avoir la même longueur, sauf que là, il serait parallèle vers le bas comme ça, mais il aurait la même longueur. Okay. Évidemment, la somme des deux me donne le A1 que je cherche. Fait qu'on va aller chercher des outils pour résoudre ça dans les résumés. Attention, résumé, j'ai travaillé 2 problèmes dernièrement avec des étudiants, puis ça m'a amené à changer ma façon d'inscrire les affaires, entre autres le A parallèle ici, qu'avant j'appelais ça AX. Donc, dans le résumé aussi, j'ai fait des modifications. Je vous laisse libre de prendre les nouvelles versions que je trouve plus claires ou de conserver les anciennes versions. Donc, à la première page des résumés, on cherche l'accélération totale. Je vais avoir utilisé la formule qui est ici, là, qui me donne le module de l'accélération à partir de l'accélération tangentielle puis de l'accélération centripète. Donc, ça, je pense que ça s'est modifié un petit peu là, par rapport à ma première version imprimée il y a quelques semaines. Donc, je vais utiliser cet outil-là. Le retour dans ma solution, c'est ce que je vais écrire ici, que j'ai utilisé le module de l'accélération, puis je vais commencer à l'appliquer à mon problème. Donc, je cherche A1 est égal à A parallèle, mais ça, il n'y en a rien qu'un. Puis l'accélération centripète, ben, elle varie en dépendant de la position, donc ça, c'est AC1. Mais j'ai aucune de ces valeurs-là, ce qui fait que ça va me prendre des outils là, pour le résoudre. Bon, habituellement, j'aurais commencé par ma première inconnue ici, mais exceptionnellement, je me suis trompé et je ne l'ai pas corrigé encore. J'ai commencé par la deuxième inconnue. Donc, ça me prend un outil pour solutionner l'accélération centripète. Ça fait quelques fois qu'on l'utilise, je n'irai pas dans le résumé, mais on a une formule qui donne le module de l'accélération centripète qui est V carré sur R. Je l'applique au point 1 qui est ici. Donc, je vais avoir AC1 est égal à V1 au carré sur R. Et c'est des choses connues, donc je peux mettre des chiffres et obtenir la réponse. Notre V1, c'était 0.9 divisé par 0.5. Fait que l'accélération centripète à cet endroit-là vaut 1.62 mètres. Mais il faut aussi que je calcule, celui-là que j'aurais aimé préférer calculer en premier, l'accélération tangentielle. Bien, cette accélération-là est liée à un mouvement MRUA. La vitesse qui diminue. Fait que même si c'est un mouvement circulaire, je peux le voir comme un MUA, un mouvement uniformément accéléré. Donc la formule que je vais prendre, ça va être une formule du chapitre 2. Donc je suis dans les résumés, mais dans le chapitre 2, où on abordait l'accélération. Première page ne m'aide pas beaucoup, c'est la deuxième page que je vais avoir le MUA ou MRUA. Je cherche donc une accélération, mais on ne connaît pas du tout le delta T là-dedans. Fait que pas intéressant à utiliser. Vitesse initiale, vitesse finale, il y a delta T de toute façon.
Quand on ne connaît pas le delta t, la clé, c'est l'équation du milieu, la troisième. Donc, c'est celle-là que je veux utiliser. De retour à mon problème, donc j'ai donc transcrit ici l'outil que je voulais prendre. Je vais l'appliquer à mon problème. Donc, ma vitesse finale, c'est V2, dans ce cas-ci. Ma vitesse initiale, j'aurais pu le faire avec 0 ou avec 1, et vice-versa. Hein. Donc là, j'ai pris entre 0 et 2, ce que je connaissais le mieux, je trouve. Plus 2 fois l'accélération selon x. Ben, x tourne dans le sens où l'angle augmente. L'accélération est dans le sens inverse. Donc, ici, j'écrirais moins a parallèle. Okay? Le x veut dire on tient compte d'un signe, donc c'est le moins a parallèle. Et le delta x, ça va être le delta x entre 0 et 2. Comme ceci. Je vais isoler mon a parallèle dans ça. Donc, il y a un signe moins, je vais le ramener de ce côté-ci, il deviendrait plus. Ce qui fait que de l'autre côté, il reste ça. Puis lui, il va passer de ce côté-ci, il va devenir moins. Fait que A parallèle va être égal à V02 moins V2. Puis quand je l'ai ramené de ce côté-ci, il y a le 2 puis il y a le delta x2 qui vont venir diviser de ce côté-ci. Si je mets des chiffres là-dedans, ben, je m'aperçois que j'ai quand même pas encore de valeur pour delta x2. Facile à obtenir intuitivement des étudiants qui pourraient me le dire, parce que quand on sait qu'on a un tour et demi, ben, on est capable de dire combien ça fait en mètres. Donc la prochaine ligne, c'est justement mon calcul de delta x2 si on veut. Je suis allé chercher une formule sur les résumés. Je suis de retour dans le chapitre 4, par exemple. Ben, quand je veux connaître un delta x, puisque je connais mon nombre de tours, mon angle, ben, j'ai une relation ici qui me donne le déplacement tangentiel. C'est la formule que j'ai copiée ici, puis là, je l'applique à mon problème. Delta x2 est égal à r fois delta 0,2. Delta 0,2 est connu, donc je vais être capable d'obtenir des mètres ici. Sauf qu'il est connu en termes de tours, donc je vais être strictement rigoureux. Je ferai une conversion en disant qu'un tour, c'est 2 pieds radians. Il faut le ramener en radians. En physique, on travaille avec des radians. Donc, 2 pieds rad, c'est un tour. Les tours se simplifient, puis il me reste des radians. Ça me donne 3 pieds radians. Et là, je peux le ramener dans mon delta x2 est égal à 3 1 demi, qui est ici, fois le delta θ, qui était 3 pieds radians. Et ça va me donner une valeur en mètres. Cette valeur-là en mètres, je peux la ramener ici, dans le A parallèle. Donc, c'était 3 au carré divisé par 2 fois delta θ. Le delta θ est dans 3 demi-pi. Des fois, au lieu d'écrire ça puis de scraper des décimales, ben, j'ai réécrit mon calcul, c'était 3 demi sur pi. Ce qui fait que je repitonne ça dans la calculatrice, puis j'ai pas négligé aucune décimale. En termes de réponse, ben, ça donne 3 sur pi, ou numériquement 0.955 mètres par seconde carré. Et maintenant, je connais à la fois le A parallèle, le AC, que je peux réécrire dans mon équation d'en haut. Donc, le A1 va être égal à... Ici, au lieu d'écrire le chiffre, j'ai écrit quelle fraction qui me permettait de le calculer. Plus l'accélération centripète, plus l'accélération centripète me donnait le résultat final.